Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Cette semaine, comme le temps se réchauffe, je me suis dit que j'allais vous faire sortir un peu. On se trouve actuellement sur le lac des Joncs et croyez-moi, c'est sa plus belle période de l'année. Avant de vous présenter le contenu de cette semaine, je dois vous parler d'un élément de travail important de la TCBH, le babillard télé. Le babillard, c'est un montage PowerPoint qui défile et qui se répète environ 4 fois dans l'heure en moyenne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un PowerPoint, en fait, c'est un logiciel informatique qui est beaucoup employé par les conférenciers lorsqu'ils veulent faire une présentation. Le nôtre est en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il est interrompu par les émissions qu'on vous présente, entre autres les infos TCBH, Vous êtes des Elohim, Place aux aînés et j'en passe. Je vous en parle aujourd'hui puisque ça fait quelques fois qu'on reçoit des commentaires à ce sujet-là. L'exemple qui me vient, c'est le choix musical qui ne va pas nécessairement avec le contenu visuel. À titre d'exemple, entendre du rap sur des avis de décès. Il faut savoir que les diapositives que vous voyez sont pour la plupart achetées par des commerçants, des salons funéraires ou des gens qui veulent vendre des services ou des biens. C'est une source de revenus essentielle au bon fonctionnement de la télé communautaire. Nous, on n'est que le diffuseur de ce contenu-là. L'autre aspect du babillard, c'est l'ambiance musicale. Le contenu de CKMN-FM, la radio communautaire de Rimouski-Montjoly et les heures de la programmation leur appartiennent. Nous, on n'a aucun contrôle sur ce qui joue et quand. Nous, on doit diffuser un contenu que des gens de la communauté payent et diffuser un signal musical qui nous semble accessible et rejoint le plus de gens possible. On peut également y entendre du country. Et croyez-moi, ça rejoint beaucoup de nos auditeurs. Donc, si jamais vous entendez une musique qui s'adonne un peu moins avec un contenu visuel X, à vos oreilles, ce que moi je vous dirais, c'est de tout simplement baisser le volume de votre téléviseur ou tout simplement de mettre ça en sourdine jusqu'à ce que le contenu que vous regardiez soit passé. Il est possible par contre qu'au cours de la journée, vous entendiez une musique qui s'accordera parfaitement avec le contenu qui vous intéresse. C'est du hasard. Nous, on doit passer le contenu visuel pour lequel les gens payent le plus possible, donc pour nous, c'est le babillard télé. On s'excuse toutefois si vos oreilles sont écorchées par quelques métalleux, rappeurs ou musiciens amateurs de fond de rang. Ceci étant dit, aux infos TCBH cette semaine, une entrevue avec Christian Ouellette du Festival de la chanson et de l'humour Le Tremplin de Desjely et des extraits de la conférence publique Et si les régions propulsaient leur développement. On commence avec l'entrevue de Christian Ouellette du Tremplin de Desjely qui nous expliquera c'est quoi le tremplin, les catégories, la web diffusion de cette année, pandémie. Il dévoilera la porte-parole de cette année qui est Luce Dufault. Il soulignera la présence de Rolly Assal, un humoriste de la relève, comme animateur, et parlera de l'ADN du tremplin. Bon visionnement! Je m'appelle Christian Ouellette, je suis président du Festival de la chanson et de l'humour Le Tremplin de Desjely. Le Tremplin de Desjely, c'est un peu une idée folle au départ. En l'an 2000, je travaillais avec une enseignante et un groupe de profs qui s'occupaient de la dimension culturelle à l'école secondaire de Desjely. Puis on travaillait à organiser des musicals étudiants. Il y avait beaucoup de talent et on se disait que ce talent-là, après qu'il était passé au musical, on ne les revoyait plus. Alors, cette enseignante-là, qui s'appelle France Lavoie, a eu l'idée de créer un festival de relève qui intégrerait à la fois la chanson et l'humour, parce que nos musicals intégraient la chanson et l'humour.
Donc, on s'est trouvé des partenaires, on s'est trouvé des gens qui croyaient à ce projet-là. Donc, on s'est créé un noyau et ce noyau-là a fondé le tremplin en l'an 2000. Et depuis ce temps-là, le tremplin a continué de croître et de se développer et de produire, j'ai envie de dire, des personnalités maintenant qui sont connues sur la scène artistique au Québec. Qu'on pense à André Sauvé, à Claude Pelgag, Philippe Laprise, Sophie Pelletier, Sam Breton. Le tremplin, c'est une organisation qui est ouverte. C'est-à-dire que les gens qu'on reçoit, qu'ils soient formateurs, porte-parole, juges, participants, ils ont droit au chapitre. Donc, ils font partie de la construction, ils font partie de ce que le tremplin a mis en place au fil des années pour se développer. Donc, cette année, c'est la 21e édition. Comme on va être en web diffusion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé nos catégories par journée. C'est-à-dire que le mercredi, les trampolines 12 ans et moins, les interprètes 13-17 ans, arrivent le matin, font leur répète. Le soir, c'est le spectacle. Les juges sont dans la salle, il n'y a pas de public. On remet les prix à la fin de la soirée. Jeudi, on reprend avec les catégories 18 ans et plus et ACI. On fait le même scénario, la présentation le soir. Puis vendredi, c'est la soirée d'humour. Tout se fait en direct. Donc, les gens vont sur le site www.festivalletremplin.com. Puis les gens, ils peuvent, par un clic, se rendre sur un site qui s'appelle Réservatech et se procurer une passe, soit pour le mercredi, soit pour le jeudi, soit pour le vendredi. Et les spectacles débutent à 7 heures. S'il y a des personnes qui, malheureusement, ne sont pas disponibles à l'heure de diffusion, de web diffusion, le spectacle va être quand même disponible jusqu'au lendemain 6 heures. Donc, ces spectacles-là sont gratuits. Il y a le spectacle du samedi mettant en vedette notre porte-parole, Luce Dufault, qui, en passant, va faire des prestations à chaque soirée pendant les délibérations des catégories du mercredi, du jeudi et du vendredi. Mais le spectacle du samedi, lui, il est à 20 $ et c'est avec aussi, en prestation, les lauréats de l'année précédente et notre animateur Rolly Assal. Cette année, on a gardé deux éléments essentiels du tremplin, c'est-à-dire le cœur même du tremplin, c'est-à-dire le volet concours, mais aussi le volet formation. Même si on est en web diffusion, les formations sont en web diffusion aussi et ils sont débutés. Il y a des formations individuelles, il y a des formations données par Isabelle Cyr, Yves Marchand, Marc Derry de Zébulon. Donc, il y a plusieurs formateurs qui donnent des formations soit par catégorie ou soit en individuel, en expression scénique, en écriture, en divers aspects, même de l'industrie. Et on l'offre aussi à des jeunes de l'école secondaire qui se sont démarqués lors des musicales étudiants, soit des jeunes qui ont été sélectionnés pour secondaire en spectacle, tout ça. Le tremplin leur offre des possibilités de formation et on a déjà offert des prestations sur scène, soit comme participant ou soit pour une prestation lors du souper gala bénéfice du samedi. Donc, on essaie, nous, de travailler vraiment avec l'ensemble de la communauté. Et nos partenaires, c'est des partenaires publics et des partenaires privés. Le premier partenaire, je vous dirais, c'est la ville de Desjely. C'est la ville hôtesse du festival. Donc, la ville est le premier partenaire parce qu'elle nous offre gratuitement toutes ces infrastructures, plus le salaire des employés qui sont, dans le fond, au service du tremplin pendant, j'ai envie de dire, 2 à 3 semaines, là, toute la préparation, l'événement, le démontage après. Et il y a la Caisse des Jardins des Lacs qui est partenaire présentateur depuis les tout débuts. Ensuite, il y a Acton, ensuite il y a le ministère du Tourisme, il y a l'Association touristique régionale, il y a le ministère de la Culture, il y a la SODEC, Télé-Québec. Donc ces gens-là appuient le tremplin
Je vous dirais, de cette envergure-là, on est à peu près le seul événement dans l'Est du Québec. Donc, les gens y tiennent à leur tremplin, les gens l'ont tatoué dans le cœur, particulièrement les gens de la région de Desjely et du Témiscouata. Quand on leur parle du tremplin, ils parlent de leur tremplin. Donc, quand ces gens-là nous parlent, on tend l'oreille parce que ce qu'ils ont à dire, on trouve ça important. Et lorsqu'on fait notre plan de développement stratégique, souvent, on va chercher des gens, des fidèles, on va chercher des partenaires, on va chercher des fournisseurs, on va chercher toutes sortes de monde pour savoir comment on devrait enligner, ça serait quoi les priorités pour le tremplin pour les 5 prochaines années. Donc, c'est un exercice qu'on fait avec le monde et aussi l'implication bénévole, c'est une grande richesse dans notre milieu. C'est l'équivalent en temps de travail de 200 bénévoles à chaque année. Et curieusement, on a des gens qui sont fiers d'être bénévoles au tremplin. On les appelle nos bénévoles professionnels parce que les gens, on leur offre des choses qu'ils ont le goût de faire. Donc, on n'a pas besoin de leur dire tu penses à telle affaire, tu penses à telle affaire. Souvent, c'est des gens qui sont à la même place, ça fait quelques années. Donc, ils viennent nous voir, ils disent « Bon, bien là, cette année, on fonctionne-tu comme ça? Est-ce que je vais acheter ci? Est-ce que... » on roule avec ça. Et ça arrive qu'on rencontre des gens qui nous disent « Hey, j'aimerais ça, moi, donner du temps au tremplin. » L'avantage qu'ils ont, évidemment, c'est que nous, on est... Le concours lui-même est dans un aréna habillé en salle de spectacle. Donc, les gens qui font du bénévolat au tremplin, bien, ils ont accès aussi aux prestations des artistes, des porte-paroles et tout ça. Donc, c'est une belle aventure. C'est une famille, le tremplin. C'est une famille tricotée serrée. C'est un des éléments forts de notre ADN. Quand on définit notre ADN, on le définit justement par le sentiment d'appartenance, aussi par le professionnalisme du tremplin. Nos musiciens, sont sur la coche, on les appelle notre bande de course. Donc, tout ce qui est autour de l'organisation, on essaie d'être les meilleurs possibles pour que les gens, quand ils partent de chez nous, nous disent « Wow, je suis allé au tremplin, je ne suis pas gêné de le recommander à quiconque parce que c'est une organisation qui est solide, c'est une organisation qui est à dimension humaine aussi. » Donc, on les chouchoute, nos participants, on les chouchoute, nos gens qui viennent avec nous. Pour nous autres, bien, ils font partie de la famille du tremplin. Donc, ils ne viennent pas travailler pour le tremplin. Même nos fournisseurs en son, en éclairage, en diffusion, c'est des gens qui sont avec nous, ça fait 10, 12, 15 ans. Donc, on a tissé des liens d'amitié avec ces gens-là. Et la preuve est que maintenant, quand on arrive pour renouveler les contrats avec ces gens-là, bien, on ne renouvelle pas pour l'année prochaine, on renouvelle pour 3, pour 4 ans. Donc, c'est un gros avantage et ça assure notre sécurité. Et en même temps, ces gens-là, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils n'ont pas besoin de demander telle affaire, c'est où, telle affaire, c'est où. Ils savent où ils s'en vont, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils savent qu'on leur fait confiance. 19, 20, 21 mai prochain, mercredi 13-17, trampoline 12 ans et moins en interprétation. Jeudi, ACI et interprète 18 ans et plus. Vendredi, le show d'humour. Et samedi, c'est la soirée spectacle mettant en vedette Luce Dufault, Rolly Assalle et nos lauréats de la dernière édition. Vous allez sur le site Internet, il y a une place, c'est marqué « Cliquez pour la billetterie ». Petit bouton rouge, vous cliquez là-dessus et il y a une démarche qui s'installe. Vous pouvez avoir vos billets gratuitement pour les demi-finales, puis avec un code Internet qui vous apparaît par courriel, dans votre boîte de courriel. Et après ça, vous pouvez visionner les demi-finales. Il y a pour le spectacle du samedi, qui c'est au coût de 20 $. Beaucoup de gens, quand on leur demande « Est-ce que vous connaissez le tremplin? » Bien oui, on connaît le tremplin. Est-ce que vous avez déjà vu le tremplin? Non, j'ai malheureusement pas eu la chance. Bien là, cette année, à cause de la pandémie, les gens pourront gratuitement, assis dans leur salon,
avoir un avant-goût, à tout le moins, de ce que c'est le tremplin, c'est quoi le calibre, puis en espérant que lorsqu'on reviendra à une vie, entre guillemets, normale, on puisse accueillir ces gens-là chez nous, ça nous fera plaisir. On est de retour. On prend une pause publicitaire et au retour, c'est la conférence publique et si les régions propulsaient leur développement, présentée par l'IREC, l'UPA et le MAMACH. C'est au Centre de formation professionnelle de Montjoly-Métis que Pascal Malenfant de la MRC de Kamouraska a reçu François L'Italien, qui est chercheur à l'IREC et agent Agrofort, Yann Gosselin, qui lui est conseiller à la vie syndicale à l'UPA Bas-Saint-Laurent et agent Agrofort, Olivier Banville, qui est directeur général adjoint et directeur de l'urbanisme à la MRC de Matane, Jean Côté, qui est président de Inolin, et Marc Tétrault, qui est conseiller de la vie syndicale FUPA Bas-Saint-Laurent et secrétaire de CID Fort, pour les entendre tous sur le développement des régions. À tantôt. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben voyons donc, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face, tu le sais que je peux pas te faire Confiance. T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi bien, c'est fini, ça. ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. J'ai l'air de quoi? Je suis ton chum, c'est moi qui devrais être ton confident. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence publique au sujet d'Agrofort. Je suis Pascal Malenfant. Je travaille au service de développement territorial de la MRC de Kamouraska, plus spécifiquement au développement de la filière mycologique. Je suis ici aujourd'hui pour animer cette conférence publique au sujet d'Agrofort. C'est une initiative de l'Institut de recherche en économie contemporaine, que je vais appeler dorénavant l'IREC, mais aussi la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. Alors, vous savez, toutes les régions du Québec cherchent à se développer, à avoir une économie dynamique, à avoir des services, offrir une qualité de vie, qualité d'environnement aussi à leurs citoyens. Et puis, on voit naître avec cette intention de développement différents projets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les projets agricoles et forestiers. Mais ce qu'on constate, c'est que ces projets-là remplissent pas toujours leurs promesses au niveau d'avoir vraiment un effet structurant sur l'économie régionale. Donc, ils rencontrent beaucoup de défis en cours de route. Et puis, alors pourquoi puis comment on pourrait développer des projets agricoles et forestiers qui auraient un vrai impact structurant sur l'économie de nos régions? Donc, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question-là aujourd'hui. Alors, on est en ce moment au Centre de formation professionnelle Montjoly-Métis et je vais discuter avec différents intervenants pour faire la lumière sur Agrofort, qui propose une approche innovante, puis inédite aussi, pour aider les développeurs à relever les défis qu'ils rencontrent. Alors, je suis, pour la première partie de cette consultation-là, je vais m'entretenir avec deux intervenants, François L'Italien et Yann Gosselin. Alors, François L'Italien, qui est chercheur à l'IREC et qui est aussi agent Agrofort, et Yann Gosselin, qui est conseiller à la vie syndicale pour la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et qui est aussi agent Agrofort. Alors, pour commencer, c'est bien important de présenter puis de positionner c'est quoi Agrofort. Donc, je vais me tourner vers François. Salut François. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, François, explique-nous simplement, en quelques mots, c'est quoi Agrofort?
Bien, d'abord, je dirais qu'il faut dire ce que c'est pas Agrofor, pour mieux préciser qu'est-ce que c'est après. Puis ça va permettre aussi de dessouffler peut-être des appréhensions négatives qui pourraient survenir autour de ce mot-là, Agrofor. En fait, Agrofor, c'est pas une nouvelle structure, c'est pas un nouveau secrétariat ou un nouvel organisme de développement agricole et forestier qui viendrait se surajouter aux organismes déjà existants dans le Bas-Saint-Laurent ou dans d'autres régions. Le Bas-Saint-Laurent, comme d'autres régions où l'agriculture et la foresterie sont déjà présentes, est déjà très bien pourvu en termes d'organismes, soit de coordination, soit Il y a déjà un écosystème dynamique. Là. Exactement. Donc, Agrofor n'est pas là pour se substituer à ces organisations-là ou s'ajouter comme une couche de structure de plus. Agrofor, en fait, puis là, je vais dire qu'est-ce que c'est plutôt une équipe polyvalente d'intervention qui coordonne puis qui mobilise des ressources existantes dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, dont, on va dire, l'objectif, c'est d'accélérer des projets de filières, des projets filières en agriculture et en foresterie. Puis, quel type de projet on va privilégier? C'est des projets qui vont être structurants pour les filières agricoles et forestières. Justement, là, on veut dynamiser le milieu. Là. Exactement. Renforcer l'impact. Tout à fait. Et je dirais, pour compléter l'aspect agricole et forestier, que la force de frappe d'Agrofor qui est visée, c'est de contrecarrer les effets liés à la dévitalisation. Puis pour nous, c'est tout à fait essentiel dans notre approche de garder ensemble les aspects agricoles et forestiers, économiques, et les aspects de revitalisation du milieu. Ouais. Fait que le fait qu'il n'y ait pas de structure, en fait, c'est volontaire que ce soit une équipe agile. Voilà. Qui a une certaine agilité. Tout à fait. Qui est souple, puis qui permet aussi de s'ajuster au degré de maturité des projets, parce que les projets ne sont pas tous, surtout quand ils sont collectifs, quand ils sont en émergence, ils peuvent être aussi assez bien avancés. Oui, vous n'arrivez pas toujours au même moment du développement de la filière. Exactement. Et donc, nous, l'objectif, c'est, après une espèce de petit diagnostic avec le promoteur, on établit un plan d'action, puis dont l'objectif, c'est de se fixer des objectifs à court, moyen et long terme en regardant les ressources existantes. OK. Puis là, bien, tu sais, des projets en agroforesterie, en foresterie, en agriculture, il y en a partout au Québec. Oui. Alors, pourquoi le Bas-Saint-Laurent? Puis, tu sais, pourquoi la région en est venue à choisir ce modèle-là? C'est une excellente question. En fait, tout remonte à un mandat que l'UPA au national nous a confié à l'Institut, à l'IREC, concernant l'évolution du modèle agricole québécois, le modèle agricole et forestier québécois, qui est basé sur la petite et moyenne entreprise détenue par le propriétaire exploitant. Qu'est-ce qui se passe avec ce modèle-là dans des régions éloignées des grands centres? On sait que dans les régions centrales, ce modèle-là se porte assez bien. Évidemment, il y a à composer avec d'autres tendances économiques. Mais dans les régions plus éloignées, les questions du transport, les questions logistiques, d'accès à la main-d'œuvre sont hyper importantes, puis peuvent plomber des projets. Donc, il y a eu une réflexion stratégique dans la région du Bas-Saint-Laurent liée à ce mandat-là. C'était un modèle qui n'avait peut-être pas tant évolué avec le temps aussi. Exactement, parce que les institutions, les mesures de soutien ont été fabriquées dans les années 50, 60 jusqu'à 90, disons, et il y a des nouveaux facteurs qui se sont ajoutés. Il était temps, là, de rebrasser ça un peu. Exactement. Donc, avec la Fédération régionale de l'UPA, avec la direction régionale du MAPAC, on en est venu à la conclusion qu'il manquait un outil, pas pour accompagner les entreprises comme telles, comme je l'ai dit, il existe déjà d'excellents organismes de soutien, mais pour les filières émergentes et les filières qui sont déjà en action, en opération, mais qui rencontrent des difficultés, soit de diversification, soit des difficultés logistiques. Donc, on a justement pointé ce besoin-là, et de là est née l'initiative Agrofor. OK. Donc, ça fonctionne par projet. On parle d'un accompagnement des projets forestiers et agricoles. Exactement. Bien là, comment vous faites pour sélectionner ces projets-là? Bon, alors, il fallait livrer la marchandise assez rapidement puisque on a mis au défi la communauté des municipalités, en fait, tout le milieu municipal du Bas-Saint-Laurent, d'embarquer dans la formule puisqu'on avait établi une sorte de diagnostic, il nous manquait un outil. On a proposé au milieu municipal d'embarquer, puis ils ont répondu présent. Donc, en 2019... Fait qu'il y avait cette volonté politique de tester cette approche. Tout à fait. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui singularise le Bas-Saint-Laurent, où il y a une longue tradition de concertation, d'innovation sociale, de mobilisation sociale. C'est tellement vrai. Autour de l'agriculture et de la foresterie. J'étais certain que tu allais être d'accord avec ça. On le sent. Et ça, je ne veux pas non plus dire que ça n'existe pas ailleurs, mais disons que c'est une région qu'on connaît davantage. Qui est dynamique. Et donc, le monde municipal a embarqué.
Et par le biais d'un financement par le Fonds d'aide au rayonnement des régions, en 2 ans, il a fallu mettre en place toute la documentation, le mode de fonctionnement, le processus de travail et d'accompagner des projets en 2 ans. C'était beaucoup. Oui. Et donc, on a créé un comité régional de suivi Agrofort pour nous aider, pour aider l'équipe à pointer puis à prioriser des projets. Fait que c'était des comités locaux ou régionaux? C'est un comité régional. On ne voulait pas s'enfarger dans la bureaucratie. En même temps, on avait un souci de représentativité des projets puis de la diversité des milieux. Donc, on a convoqué plusieurs intervenants à venir nous donner des avis sur quels projets, selon eux, parce qu'ils sont beaucoup mieux placés que 2-3 personnes de l'équipe, à identifier des projets. À terme, ce qu'on aimerait, c'est que les agents locaux de développement agricole, forestier, rural, dans chacune des MRC, puissent embarquer dans la danse puis nous aider à pointer puis à prioriser ces projets-là, parce qu'il y a une limite à établir un modèle qui est vraiment en survol un peu. Mais c'est un bon alignement parce que, tu sais, on n'est jamais plus près de nos défis puis de nos volontés de développement que localement, en fait. Exactement. Et ça, si le vent est bon, on espère pouvoir mettre en place un modèle de fonctionnement avec la région et avec les agents locaux de développement pour, disons, faire valoir des aspects plus stratégiques sur les filières. Parce que sur l'accompagnement de type opérationnel, les subventions, l'aide au financement, l'accompagnement opérationnel, ça, je pense que c'est quand même assez bien fourni. Mais tout ce qui est stratégique au niveau du positionnement des filières, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Amérique du Nord, au Québec? C'est quoi les nouvelles tendances de consommation, les nouvelles tendances de fabrication? Là, je pense notamment à tout ce qui est la substitution des écomatériaux. Donc là, il y a un enjeu stratégique de positionnement et on pense qu'Agrofort pourrait jouer dans l'avenir ce rôle-là d'animation au niveau stratégique avec les agents locaux de développement. Fait que le dernier 2 ans a permis aussi peut-être de vous repositionner aussi dans votre façon future de vouloir accompagner le milieu? Absolument. Puis on a appris énormément de choses. C'est le propre, je pense, de n'importe quelle dynamique ou innovation sociale. On apprend beaucoup de choses. Puis parmi les choses qu'on a apprises, c'est que l'agriculture et la foresterie, ce sont des secteurs économiques qui ont vraiment des spécificités économiques particulières. Ce n'est pas des secteurs économiques comme les autres. Et si la dévitalisation continue comme elle le fait en ce moment dans le haut pays, bien là, on ne part pas avec une prise. Quand on est promoteur de projets agricoles et forestiers, on part avec 2 prises. Puis dans certains milieux, on pourrait même dire avec 3 prises au bâton. Et c'est justement à cet enjeu-là qu'on veut répondre avec Agrofort. Je comprends. Je te remercie. Merci à toi, Pascal. Bien, je vais me tourner maintenant vers Yann pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement, le terrain, comment ça marche à Agrofort. Allô, Yann? Salut. Ça va? Oui. Alors, dis-moi, là, quand on parle d'Agrofort, on entend souvent parler d'une équipe tactique. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça apporte de plus, cette équipe d'Agrofort, par rapport à l'écosystème de développement qui est déjà en place? Ouais, c'est sûr que l'équipe tactique est restreinte. C'est des personnes de l'IREC, c'est des personnes de l'UPA qui travaillent en collaboration vraiment constante. On a intégré aussi des gens du MAPAC qui participent activement. Mais nous, notre rôle comme agent de terrain, quand on parle des agents Agrofort sur le terrain, c'est qu'on s'arrange tout le temps pour avoir une vision globale de la situation qu'on accompagne, toujours en filière, pour dire, bien, oui, on pose des actions, on essaye de solutionner une problématique, d'inventer une stratégie qui va fonctionner, mais qui va toucher directement la personne. C'est sûr que les gens qui ont déposé des projets, ce qu'on appelle souvent des promoteurs, c'est une personne ou un groupe de personnes, parce qu'ils ont un défi, ils ont une particularité qu'ils veulent se positionner, se démarquer dans la filière, mais en même temps, on travaille pas juste pour cette personne-là, pour ce promoteur-là ou le groupe de promoteurs, on travaille pour que tout marche. Je comprends. Fait que là, tu sais, le projet est sélectionné, il y a un défi, il y a un enjeu qui est identifié. Là, les promoteurs sont de même, ils ont le défi, là, ils ont le nez en plein dedans. Puis là, l'équipe d'Agrofort arrive avec peut-être ce regard extérieur. Puis là, comme tu disais, on va essayer de saisir le contexte global avant de pouvoir proposer des solutions concrètes pour le défi. C'est ça. J'ai bien compris? Oui, exactement, c'est ça. Fait que dans le fond, on est un agent, on est un groupe de maillage qui fait des interrelations, comme François disait. On collabore, on synchronise, on supporte, on trouve François disait tantôt, des gens de l'extérieur, parce que des fois, on n'a pas la solution. Ça prend une expertise particulière. C'est ça, exactement. Donc, puis cette expertise-là,
plus elle va être ciblée, plus elle va être choisie adéquatement, mais plus le projet va avancer rapidement, puis il va aider tout le monde. En gros, c'est notre équipe tactique, c'est qu'on pose des gestes concrets dans une vision globale de filière tout le temps. Je comprends. C'est pas une approche qui était... C'est pas un réflexe que tout le monde a. C'est pas enseigné à l'école, cette façon de voir-là. On parle souvent de système. Oui, sur papier, en théorie, un système, une filière, ça existe déjà. Mais avoir le thinking de ça, la façon de penser, c'est une autre histoire. Là. On est nouveau à Agrofort, c'est récent. Ouais. On apprivoise le phénomène, mais c'est bénéfique pour tout le monde en même temps. Mais là, je vous entends parler de filière depuis tantôt. C'est peut-être un concept qui n'est pas si clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ou illustrer c'est quoi une filière? Oui. En peu de mots, j'essaie de te le résumer. Une filière, dans le fond, là, c'est vraiment toute la chaîne de valeur, tous les intervenants qui interfèrent ou qui touchent un produit X, Y, Z, peu importe. Donc, mettons les champignons. Bon, les champignons. Fait que là, c'est sûr que dans la filière champignons, si on part à la base, il y a ceux qui font, mettons, les reproducteurs pour les sports, pour mettre en marché des sports que les producteurs vont se servir pour faire pousser le champignon. Fait que là, la filière commence là. Après ça, on monte. Il y a les acheteurs. Il y a une partie de la filière qui va être le consommateur direct, champignons frais. La mise en marché des grossistes, les épiceries. Il va y avoir dans la filière des transformateurs qui vont acquérir les champignons pour les transformer en d'autres produits. Puis le champignon, c'est large, là. Il y a le comestible, mais il y a le biochimique, la partie... Tout ce qui est techno, là. Technologie des champignons, des mycorhizes, du mycélium, des spores. Fait que là, tu sais, on a dans la filière une succession d'entreprises ou d'intervenants. Exactement. Puis ils sont plus ou moins nombreux. Fait qu'on pourrait avoir dans la filière, en amont, un intervenant. Un fournisseur d'intrants. Oui. Puis en plein milieu de la filière, là, on a des producteurs. 10 transformateurs. Oui. Puis on revient aux consommateurs finaux qui sont peut-être moins nombreux. Puis il y a peut-être plusieurs finalités de mise en marché, en tout cas. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que quand on dit avoir une vision globale, c'est que c'est facile pour un producteur de dire hey, j'ai un problème, trouve-moi une solution. Mais toujours dans un système global. Sans considérer le reste de la filière, ça perd un peu son sens. C'est ça. Je comprends. D'où la vision globale. Je comprends. Maintenant, j'aimerais te questionner sur l'utilité d'Agrofort. Quel rôle il vient jouer dans un projet qui démarre ou un projet qui est déjà existant, par exemple? Dans les projets, exemple, qui existent déjà, souvent, Agrofort va pouvoir permettre de cibler quel type de diversification le groupe de promoteurs ou les personnes vont pouvoir... quel point il peut toucher, quel point il va être le plus performant dans son changement de structure. Les entreprises ne veulent pas stagner en général. Une entreprise veut évoluer. Donc, dans les entreprises existantes, Agrofort va pouvoir dire, bien, selon ton projet, selon ta vision, entoure-toi d'intervenants. C'est sûr que les comptables vont toujours être là. On ne se substitue pas, comme François disait tantôt, à personne. On vient complémenter la ajouter démarche, des liens. une plus-value, des liens, pour rendre ça plus performant à ce niveau-là. Parce que les agents régionaux de développement vont toujours travailler dans l'intérêt du client. On n'est pas... Tu sais, les clients ne nous payent pas. On est subventionné d'un organisme qui fait qu'on veut promouvoir des choses. Donc, c'est plus facile d'avoir une indépendance et une vision globale pour orienter. On ne décidera pas à la place de la personne. On suggère des choses. On essaye de le faire réfléchir. Fait que ça va lui permettre peut-être de diversifier ou d'accroître son entreprise plus facilement. Si on regarde dans le démarrage, c'est toujours la maudite question qu'on a. C'est, je prends ça par quel bord? Oui, l'argent. Oui, mettons après ça. Oui, il y a l'argent, mais c'est, je le prends de quel bout? Je commence par où? Parce que là, ça veut dire tout arrive en même temps. Oui. Par où, qu'est-ce que je fais? Puis là, on dit, j'ai un projet dans ma tête, puis je veux m'insérer dans une filière. On parle encore de filière, là. Je m'insère comment? À quel niveau? Comment je fais à mes quelle liens? vitesse? Parce que on veut créer un projet qui ne mettra pas du sable dans l'engrenage. S'insérer puis penser n'importe comment puis pas être structuré, ça peut peut-être nuire à l'ensemble de la chaîne de mise en marché, de la chaîne de valeur. Là, dans le fond, Agrofort vient un peu harmoniser, aider à ce que ces passages-là se fassent plus naturellement. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on fait ça en douceur. Oui. Parce que, tu sais, dans le fond, vous ne pourrez pas... tu sais, l'idée, je pense, c'est qu'Agrofort n'arrive pas pour gérer le projet pour tout le monde. Donc, d'où l'importance, je pense, de bien préciser
la contribution d'Agrofor dans le projet. Là. Oui, ça va être des actions concrètes et ponctuelles et ciblées. C'est ça. Fait qu'on peut se joindre à un projet pour une période de temps X et se retirer par la suite, le laisser évoluer. Peut-être qu'on va se greffer plus tard. Ouais. Peut-être pas, en fonction des décisions qui vont avoir été prises, mais effectivement, puis en étant un organisme sur papier qui n'existe pas, on n'a pas de contraintes, on a la flexibilité de le faire. Donc, il y a cette équipe tactique-là qui est bien agile, qui va arriver, intervenir ponctuellement pour donner un coup de pouce, finalement, aux développeurs qui ont tous ces défis-là, puis ensuite se retirer pour peut-être y revenir, mais en tout cas, c'est vraiment une approche agile et ponctuelle. Oui. Parfait. Alors, merci d'avoir mis la table à propos d'Agrofor. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la conférence. On a pensé qu'il serait bien intéressant de parler avec des gens qui ont reçu de l'aide d'Agrofor. Donc, on va présenter 3 projets qui ont eu lieu au Bas-Saint-Laurent, des projets, bien sûr, là, agricoles ou forestiers. Alors, dans les prochaines minutes, on va parler à Marc Tétrault, qui est conseiller à la vie syndicale de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et secrétaire du CIDFOR. On va parler également à Jean Côté, qui est le président d'Inolin. Mais tout de suite, je me tourne vers Olivier Banville, qui est directeur général adjoint et directeur de l'aménagement et de l'urbanisme à la MRC de la Matanie. Salut. Bonjour. Salut Olivier. Alors, le premier projet dont on va parler, c'est un projet qui touche à la production ovine. C'est la production de moutons. C'est bien ça. C'est bien ça, je ne me trompe pas, dans la MRC de la Matanie. Alors, Olivier, peux-tu déjà nous parler de ce projet-là? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, dans le fond, en Matanie, on est à l'extrême limite de l'écoumène agricole au Québec. Donc, quand on va plus à l'est, pratiquement plus de fermes. Donc, quand on perd des entreprises, souvent, ce qui peut arriver, c'est du reboisement. Donc, nous, on veut diversifier notre base agricole et l'approche par filière, c'est quelque chose qu'on a retenu dès 2014. Donc, quand on s'est fait aborder pour essayer de développer une nouvelle production, consolider ce secteur-là, qui est quand même plus facile à développer que d'autres, coûte un petit peu moins cher se lancer en production ovine qu'en production laitière, c'est quelque chose que naturellement, on a voulu appuyer, accélérer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on vient s'inscrire. Puis vous aviez, je pense, une opportunité par la présence d'un éleveur là, de moutons déjà qui est sur le territoire. Oui, ça c'était une des richesses de notre territoire. Donc, dans le fond, on a une entreprise qui est spécialisée. Donc, c'est un éleveur de race pure, donc il fait du Romanov. Il est exempt de maladie, mais Divisna, on n'en a pas. C'est certifié diamant. Une bonne génétique de moutons. Excellente génétique. Donc, cette richesse-là qu'on avait sur notre territoire, dans le fond, on produit des animaux, mais on les envoie ailleurs au Québec ou ailleurs pour se faire... pour qu'ils puissent bénéficier à d'autres troupeaux, développer la génétique d'autres régions. Donc, comment on garde cette richesse-là localement pour bâtir une filière? Donc, c'était ça le point de départ du projet. OK. Donc là, il y a cette volonté de développer la filière ovine. À un certain moment donné, Agrofor arrive pour donner un coup de pouce. Ça a été quoi le rôle d'Agrofor dans votre projet? Donc, dans le fond, nous, on avait identifié notre désir de travailler en filière. On avait identifié le secteur ovin comme étant porteur, mais Agrofor est venu nous apporter carrément l'idée de faire une approche par filière. Donc, c'est avec Brigitte Fortin, qui est agronome dans notre région, qui ont monté un peu l'idée. Donc, on s'est fait aborder avec un projet qui était passablement déjà marché. Il y avait déjà des contacts qui avaient été pris avec le MAPAC, l'UPA, différents intervenants. Donc, nous, on n'a pas été dur à convaincre. On y a vu immédiatement notre intérêt. Et ce qui a été beau aussi là-dedans, c'est que ça a vraiment été, je vais quasiment dire, un projet clé en main. Donc, ça vient pratiquement avec une demande d'aide financière pré-remplie. Donc, on a vraiment été bien accompagnés. La mobilisation s'est faite extrêmement rapidement, facilement. Ils nous ont aussi amené à couvrir un autre besoin qu'on avait identifié. Donc, on a intégré dans notre projet de développement de la filière ovine aussi une réflexion sur l'entrepreneuriat. Donc, développement d'incubateurs, c'est un autre axe de développement qu'on avait ciblé. Donc, ils nous ont vraiment bien écoutés, bien appuyés, puis ils ont vraiment été avec nous à toutes les étapes jusqu'au dépôt de la demande d'aide financière. Et vous avez senti qu'il y a eu une bonne écoute, puis un choix judicieux au niveau de l'intervention. Exactement. Puis d'ailleurs, dans le cadre du projet en tant que tel, c'est l'IREC qui est notre partenaire principal. On a des partenaires locaux comme la SADC, les producteurs, mais quand même, c'est l'IREC qui nous a fourni et qui continue de fournir, parce que le projet est toujours en cours, beaucoup d'accompagnement. Fait que c'est toujours en cours.
Évidemment, quand on est dans le développement, on dirait que c'est jamais fini. Mais est-ce qu'on est capable, à ce stade-ci, de souligner des résultats de cette démarche, de cette collaboration avec AgroFort? Bien, au départ, le souhait, c'était de développer des entreprises spécialisées en hybridation, donc de prendre des races pures puis de faire des animaux quand même avec des qualités particulières. Donc, ça venait avec un cahier de charge assez exigeant. Ça, on a eu un peu de misère à amener des nouveaux joueurs, des gens qui n'étaient pas forcément déjà établis en production, à se lancer directement en hybridation. Là, excuse-moi, là, juste pour être sûr que je comprenne bien, vous recherchiez des gens pour produire des moutons? Des moutons, de la bonne façon. Exactement. En fait, on prend les meilleures caractéristiques des races pures pour faire une première génération de super moutons qu'on appelle des F1. Puis là, vous aviez tout votre cahier de charge qui est déjà établi. Bon. Exactement. Fait que ce bout-là, ça n'a peut-être pas autant fonctionné que vous auriez voulu. C'est peut-être un peu plus difficile, mais néanmoins, les gens ont quand même eu de l'intérêt. Donc, il y a des gens qui sont venus, il y a des projets d'établissement plus traditionnels en élevage commercial qui sont en cours de développement. Puis, on a quand même aussi réussi à atteindre l'objectif de garder les animaux sur notre territoire et un peu au-delà. Donc, ça, c'était un enjeu? C'est toujours dans l'idée que si on a un éleveur de tête, l'idée, c'est de valoriser les animaux que lui produit pour développer les troupeaux de la région. Donc, on n'a peut-être pas réussi encore à développer des hybrideurs en Matanie, mais on a quand même réussi à garder les animaux. Donc, et certains sont allés aussi dans la MRC de la Métis puis dans la MRC de la Matapédia. Donc, on voit exactement, on voit quand même qu'il y a un réseau qui se construit. C'est super. Donc, cette partie-là du projet, c'est quand même une belle réussite. On aurait aimé avoir plus d'entreprises, mais bon, on continue à travailler. C'est toujours plus long qu'on voudrait. Exactement. Puis, les efforts qui sont investis maintenant vont payer aussi possiblement plus tard. C'est sûr. Puis en plus de ça, en animant le groupe, en faisant de l'accompagnement, on a pu découvrir l'état réel du parc de bâtiments excédentaires qu'on a sur notre territoire. C'est quoi l'actif qu'on peut valoriser? On a connu leurs besoins de formation, donc on leur a organisé des conférences en ligne. Le taux de participation du milieu était excellent. On a expérimenté des stages. On a fait un programme pilote pour être capable de développer les compétences en entrepreneuriat des gens qui voulaient se lancer en production. Ça a bien marché, c'est devenu un de nos programmes réguliers. Puis toutes les initiatives qu'on a faites d'intéressement pour ce qui est de l'agriculture en Matanie, on a quand même des gens qui sont venus nous voir. Puis il y a quand même des gens aussi qui se sont établis sur notre territoire. Donc, ça a quand même amené plusieurs retombées très intéressantes pour la Matanie. Puis ça continue, donc c'est pas encore fini. Parce que là, je note... parmi tous ces résultats-là, je trouve bien intéressant le développement de la formation, puis tu sais, l'animation renforcée du milieu là, qui est découlée de ça. Fait que là, ce que je comprends, c'est que c'est pas terminé. Non, il en reste pour au moins jusqu'au 31 décembre. Et ensuite de ça, forcément, le mouvement est parti. La filière continue. On a un service de développement agricole, on a des agents sur le territoire, donc forcément, les gens vont continuer à les accompagner. Puis j'espère que toutes les rencontres qu'on a faites, toutes les graines qu'on a semées partout dans la province, dans les ITA, les maisons de formation, vont continuer à germer, puis qu'on va continuer à arroser ça, puis tranquillement, pas vite, on va voir les fruits de nos efforts. C'est beau. Bon courage pour la suite. Bien, merci. Je te remercie, Olivier, d'être venu parler de ce qui se passe chez vous. Ça m'a fait plaisir. Alors maintenant, on va passer au deuxième projet qu'on voulait vous présenter. En fait, c'est un projet qui touche Inolin. C'est la filière du lin dans la MRC de la Métis. Alors, je vais accueillir Jean Côté, qui est président d'Inolin. Salut Jean. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Est-ce que tu veux nous parler d'Inolin, nous mettre un petit peu en contexte? Qu'est-ce que c'est? Bien, Inolin, c'est une coopérative de solidarité qui a été formée par un ensemble de producteurs. On est 5 administrateurs, on a des administrateurs, puis des membres utilisateurs, puis des membres de soutien pour avoir du mouvement dans notre organisation. Parce que là, dans le fond, la coopérative existe depuis 2000. On a formé ça en juin 2020, en période de COVID. Mais ça faisait déjà un bout de temps, là, depuis 2009, peut-être à peu près les premières productions de la filière du lin dans la Métis. Oui, c'est en 2009, c'était le début de l'implantation de la culture du lin dans la Métis. Une nouvelle génération, parce qu'historiquement, dans les années 30, 40, il y avait du lin. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'était une culture qui était vraiment développée. Mais ça prenait tout ça en sens de ramener ça chez vous? Parce que dans l'historique, c'était une des régions qui avait la meilleure qualité de fibre au niveau provincial. Intéressant. Puis là, il y a combien de producteurs de lin à peu près chez vous? Bon an, mal an, entre 10 et 12 producteurs qui produisent différents volumes là, au point de vue, surtout pour la grain. C'est un bon réseau. La graine de lin. Et
ensuite pour la fibre qu'on essaie de développer. Parfait. Donc, la graine de lin, ça va. Vous êtes en train de développer la fibre. Donc, dans les dernières années, je pense qu'il y a eu plusieurs essais et études pour ça. Oui, on a créé une certaine expertise en région qui n'existait pas ailleurs, au point de vue rouissage et développement de la fibre de lin, parce que c'est beau la récolte de lin, mais c'est pas juste la paille de lin. Ouais. Il y a une méthode de rouissage qui se fait au champ, et ensuite pour prévoir la qualité de la fibre, il n'y a pas de livre, c'est pas écrit dans les livres comme tel. C'était une question de pratique, puis le coup d'œil qui fait la différence entre la qualité, puis quand le rouissage est prêt pour être récolté. Là, ce que je comprends, c'est que c'est toute une expertise là, qui a été développée chez vous pour la culture du lin. Oui, avec différents partenaires. Justement, des partenaires nous en avons... Voulez-vous les nommer? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, c'est ça. Dans la région, depuis 2009-2010, on a plusieurs partenaires. On a les producteurs de grains de l'Est du Québec. On a la Métis en affaires, c'est le nouveau nom du CLD de la Métis. Oui. MRC de la Métis. La firme Écosphère qui nous suit depuis les débuts, depuis l'implantation de la culture du lin. La Coop Purdel, le MAPAC, le CFP de Montjoly Métis, où est située notre usine de défibrage présentement. Le CNRC, Centre de recherche canadien, national et canadien, la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et le syndicat local de l'UPA de la Métis. OK. Donc là, la filière a débuté depuis 2009. Plusieurs essais et études dans les dernières années qui, je pense, ont permis de valider la rentabilité de la production du lin. Mais à un certain moment donné, puis la création de la coopérative en 2020, puis là, à un certain moment donné, il y a Agrophare qui arrive pour prêter main forte. Comment ils ont contribué exactement à votre projet? Bien, en créant Ignolin, on cherchait une entité pour pouvoir travailler dans la filière lin. Ça fait qu'on a eu une entente avec le Centre de recherche national canadien de louer leurs équipements pour une bonne période. OK. Eux, ils étaient dans leur recherche, ils devaient avoir comme terminé leur recherche. Il n'y avait plus bien besoin de l'équipement. Ben, puis vous autres, vous en aviez vraiment besoin. Bien, c'est ça. Au point de vue provincial, il n'y a aucun équipement qui existait à part celui-là du CNRC. OK. Fait qu'on a eu cette entente. Puis là, c'est beau avoir l'entente, mais il fallait déménager l'équipement dans la Métis. OK. Fait que c'est là qu'Agrophare est arrivé dans le bon temps pour le déménagement au complet de l'équipement. Et avec l'aide d'un de ses partenaires, Simplex, ils ont contribué à l'achat d'un conteneur pour l'installation de l'équipement du CNRC et tout le système électrique qui vient avec ça. Okay. Et le transporter jusqu'ici à Montjoly, au centre de formation professionnelle. Ça me donne l'impression que ça s'explique en seulement 2 phrases, mais qu'en réalité, c'était toute une logistique faire ça. Oui, mettons qu'il y a eu des embûches. Bien, on était toujours dans la période de COVID. Ça fait que ça a retardé différentes étapes à passer. Ça fait. Mais on réussit toujours, ces petits trains va loin. Bon. Fait que là, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un gros défi pour ramener la machinerie, le défibreur, je pense, plus près des producteurs. C'était compliqué. Agrophare est arrivé, a amené cette aide très ponctuelle pour aider à la logistique, pour ramener l'équipement, puis je suppose tout s'assurer que ça fonctionne aussi. Et puis ensuite, c'était fini, ils se sont retirés. C'est ça? Bien, Agrophare, ce qu'il y a eu de beau, ils se sont adaptés à le groupe de partenaires que j'ai nommé tantôt, sans brouiller les cartes ou prendre en charge le fonctionnement de l'équipement et puis de la structure. Ça fait qu'ils nous ont aidés au déménagement. Puis présentement, bien, on n'a pas eu besoin ultérieurement de plus pour l'instant. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ça a bien marché. Oui, ça a très bien marché. Cette collaboration-là. Parce qu'au point de vue économie de temps et d'argent que ça aurait pu nous coûter, nous, on est à l'extérieur de la région de Montréal. Fait que commencer à créer des liens pour le déménagement de cet équipement, ça aurait été très dispendieux. Je comprends. Bien, merci. Merci. D'être venu partager ça avec nous aujourd'hui. Pas de problème.
On va maintenant accueillir Marc Tétrault. Alors, avec Marc, on va parler du 3e projet qui a reçu l'aide d'Agrofor. C'est le projet du CIDFOR. Qu'est-ce que c'est? Les lettres, ça veut dire Société d'investissement et de développement forestier. Puis ce que je sais aussi, c'est que ça agit sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent avec les producteurs forestiers. Mais on va en parler avec Marc, qui est conseiller à la vie syndicale pour la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et qui est aussi secrétaire du CIDFOR. Alors, salut Marc. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement du CIDFOR? C'est quoi? Bien, CIDFOR, comme vous avez fait mention, c'est avant tout une compagnie d'investissement qui a été mise en place par les producteurs forestiers de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Puis, une compagnie d'investissement qui est née d'une situation de crise. Donc, il s'est vécu au Bas-Saint-Laurent dans le passage des années 70-80, notamment l'usine de Cabano. Donc, l'usine de Cabano... Oui. Fait que c'est né dans le Témis. C'est ça, vivait une difficulté. Puis, pour relancer l'entreprise, on avait demandé du financement des producteurs et c'est la voie qui a été choisie à l'époque pour pouvoir investir et sauver l'entreprise. OK. Fait que là, dans le fond, je retiens là, que c'est les producteurs forestiers qui sont derrière le CIDFOR. Que c'est une société d'investissement. Fait que finalement, vous êtes amené à investir dans différents projets au bénéfice des producteurs forestiers. Au bénéfice des producteurs et de l'ensemble de la foresterie du Bas-Saint-Laurent. Du Bas-Saint-Laurent. Parce que même si c'est né au Témis, maintenant, c'est l'ensemble des producteurs. Parce que comme vous avez fait mention, c'est les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent qui sont en arrière de ça. OK. Fait que parmi les projets dans lesquels la société investit, pour quel projet vous avez sollicité l'aide d'Agrofor? C'est un projet d'investissement pour lequel les producteurs forestiers ont été interpellés. Donc, un promoteur qui avait un projet novateur pour relancer ou consolider la transformation de la fibre de bois. Puis, c'était quand même assez nouveau. OK. Fait que là, on est sur un projet de valorisation de la fibre du bois. Exactement. De façon novatrice. De façon novatrice. On n'en saura pas plus, là. On n'en saura pas plus parce qu'il y a un lien privé. Le projet est encore en préparation. Donc, tant que ce ne sera pas décidé final, on demeure dans cette perspective et ces limites-là. Donc, c'est bien comprendre, novateur. Et puis bien sûr, comme il a été fait mention au point de départ, ça s'inscrit toute cette dynamique-là dans les discussions d'Agrofor, donc avec la Fédération régionale, le syndicat du bois aussi participait à différents échanges. Puis quand les projets prioritaires ont été retenus, bien, ce projet-là a été identifié. Donc, par Agrofor. Par Agrofor et aussi par les intervenants de l'UPA et de la foresterie, donc du syndicat. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, oui, c'est intéressant. Puis, il y avait quand même des éléments là, de réponse à y apporter. OK. Fait quel genre de contribution Agrofor a c'est ça. Donc, là, ce qu'on a eu, là, c'est une première discussion pour éplucher là, ce qu'on avait sur la table, le plan d'affaires du promoteur. Et bien sûr, différentes questions ont été soulevées, notamment toute la question plus en lien avec la production et l'impact que ça pouvait avoir. Donc, l'élément de faisabilité là, technique, parce que c'était quand même relativement nouveau. Personne autour de la table s'était présenté. Fait que là, vous êtes dans un développement au niveau de la transformation de la fibre de bois qui est tellement novateur que là, vous aviez même des doutes au niveau de la faisabilité. Faisabilité ou l'impact que ça pouvait avoir. OK. C'est plus ça. L'idée était bonne. Personne n'est contre l'idée, mais ce qui était sur la table, est-ce que ça tient la route? Puis c'est vraiment, là, il y a des retombées structurantes pour l'industrie, mais aussi pour les producteurs. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on demande aux producteurs d'investir. Donc ça, c'était un élément fort important. Puis, et là, suite à cette première évaluation-là sommaire, ça a été identifié comme question. Et l'avantage de CIDFOR pas de CIDFOR, mais d'Agrofor, a été de nous dire, bon, regardez, il y a une question précise, donc bien identifier la question, et après ça, de trouver une ressource pour pouvoir y répondre. Je comprends. Le plus rapidement possible, mais de la façon le plus juste possible. Et ce que ça a permis, dans ce cas-là, c'est vraiment je n'ai pas peur de le dire, c'est comme ça, d'aller chercher une sommité dans ce secteur-là au Québec, qui était connu et reconnu de tous, puis vraiment de pouvoir l'interpeller, puis de lui demander d'évaluer, jeter un regard sur le projet sur lequel on avait à regarder, puis d'avoir son avis. Donc, si on y va ou pas. Et surtout dans cette perspective, quand on se lance dans ce projet-là,
pour rassurer les producteurs, puis pour pas se perdre indûment là, dans la réflexion, c'était d'un principe de go, no go. Donc, on le décortique étape par étape. Avec des étapes. Ça fait qu'on pose des questions. Si c'est pertinent, on continue. Si la réponse est non, bien, on arrête là. Je comprends. Fait que là, dans le fond, Agrofor est arrivé. Ils ont pris le temps de bien comprendre le contexte. Donc, il y a eu un premier regard de porter sur la faisabilité de votre projet. Puis ensuite, ils ont vraiment identifié des défis là, sur lesquels il allait... Des défis ou des éléments pour lesquels il restait des questions là, précises là, à ensuite, ils ont fait la mise en relation avec quelqu'un qui est vraiment venu vous aider dans votre développement. C'est ça. Donc, pour ça, c'est... puis, dans les sommités, on l'a eu, je ne vous cacherai pas qu'on a eu une personne très compétente à peu de frais. Pour, je pense que c'est ça fait qu'il y a une économie de coûts aussi. Ah, moi, oui, de coûts et de temps. Puis, parce qu'il y a eu aussi l'installation d'un cadre là, avec les go-no-go. Les go-no-go, on y va, puis ça s'est fait là, en 2-3 rencontres. C'est quand même c'est efficace. Oui. Ouais. Ça, c'est un premier élément. Puis pour la suite des choses, bien, une fois que la partie, là, la pré-analyse a identifié certaines questions, on a poursuivi là-dessus. Donc, l'élément, oui, c'est structurant, c'est intéressant, il y a un impact et ça tient la route. L'autre, bien, si on regarde, c'est plus pour la suite des choses, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est la demande d'investissement qui est demandée est au-delà de la liquidité de CITFOR actuellement. Donc, c'est toute la question, comment est-ce qu'on va, au niveau de CITFOR, chercher cette liquidité. Il y avait une stratégie financière. Une stratégie financière en arrière de ça. Puis là, bien, la deuxième étape, puis ça, avec un autre organisme, c'est comment on répond à ça. Je comprends. Donc, vous trouvez toujours le projet, on le poursuit sur le principe de marche d'escalier et toujours à l'étape go, no go. Et là, on est rendu à cette deuxième étape-là. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter par rapport aux résultats de cette collaboration-là? Bien, moi, je vous dirais, là, c'est encore le revenir. Le deuxième consultant, parce qu'on fonctionne toujours avec des consultants externes, donc qui sont hors de l'équipe d'Agrofor, mais c'est toujours l'idée, dans le même scénario, d'aller chercher, je pense, la bonne personne pour les bonnes questions. C'est la mise en relation, la mise en relation, qui change je pense tout. que c'est ça qui est à retenir. En tout cas, dans le cadre du projet dans lequel on est, là, de CITFOR, c'est vraiment ça, puis l'efficacité. Parce que, très honnêtement, le temps que ça nous a repris à bien postuler cette question-là. Des fois, se confronter avec d'autres, on s'éveille sur d'autres choses. Donc ça, c'était des gens externes qui nous ont sensibilisés à ça. Le deuxième, le plus important, c'est de trouver les ressources pertinentes pour les questions précises. Ça, je vous avouerai que ça peut être toute une gymnastique. Ça a vraiment aidé. Ah oui, ça, c'est convaincu de ça. Je comprends. Bien, merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Marc Tétrault. Mais je terminerai en faisant quelques remerciements. Bien, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui pour nous parler d'Agrofor. J'aimerais remercier aussi le CFP Montjoly-Métis de nous avoir accueillis avec le beau tracteur. J'aimerais remercier aussi les efforts de web diffusion parce que bien que c'était diffusé sur la page de l'IREC, c'était aussi relayé par la MRC de la Matanie et le CRDT, c'est-à-dire le Centre de recherche en développement territorial. J'aimerais ça remercier aussi toute l'équipe qui a fait en sorte que cette conférence publique a pu avoir lieu. Et puis enfin, merci à vous autres, le public qui avait été là puis qui avait pris un petit peu de votre temps pour approfondir votre connaissance d'Agrofor. Alors merci, puis on vous souhaite une excellente fin de journée. C'est maintenant la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié le contenu de cette semaine. Si vous avez des questions ou des commentaires, rendez-vous sur notre site web tcbh.tv. Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sur ce, bonne semaine tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.